Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine avec à mes côtés ce soir Patricia Lémonière, grand reporter spécialiste des questions internationales. Bonsoir Patricia, votre dernier ouvrage Géopolitique du Sahel aux éditions PUF. Face à vous Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Je rappelle la une du mois de mai, la Coupe du monde de foot à venir, Made in Trump. Julie Conan est avec nous ce soir, adjointe au chef du service Monde à la Croix. Bonsoir. Chargée du Proche et du Moyen-Orient à la Croix, la une du journal ce vendredi, la canicule à l'issue d'une semaine inédite pour un mois de mai. Et puis à la une de l'hebdo, cette vaste question, on va peut-être voir cette une, voilà, votons ce que l'on gagne. Ça fera peut-être l'objet d'un débat dans Une semaine dans le monde un jour, si on a le temps. Nicolas Vado est également avec nous ce soir, dessinateur pour les journaux belges Le Vif et l'Écho. Bonsoir, membre aussi de Cartooning for Peace. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Au sommaire donc de cette émission, un protocole d'accord peut-être bientôt annoncé entre États-Unis et Iran. Donald Trump indique qu'il va prendre sa décision finale aujourd'hui. Il semble rester ferme sur le fait que l'Iran ne doit jamais posséder d'armes nucléaires, sur le fait qu'il n'y aura pas de péage sur le détroit d'Ormuz. L'Iran de son côté parle toujours de demandes américaines excessives et apporte de nombreux démentis. On en parle dans un instant. L'épidémie d'Ebola ne cesse de prendre de l'ampleur. Déjà 246 morts, plus de 1077 cas suspects enregistrés selon un dernier bilan. 17e flambée du virus en RDC, principal pays concerné. 9 infections confirmées aussi en Ouganda voisin, dont une mortelle. Un cas de guérison a toutefois été rapporté aujourd'hui. Le chef de l'OMS est sur place. Et puis au Sénégal, le divorce acté entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, élu cette semaine à une très large majorité président de l'Assemblée nationale, 4 jours après son limogeage du poste de Premier ministre. Il assure n'avoir pas l'intention à ce nouveau poste d'organiser, je le cite, le chaos institutionnel. Bassirou Diomaye Faye, de son côté, a nommé l'économiste Amadou Alaminou Lo nouveau Premier ministre. Y aura-t-il ou non un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran de confirmer? Donald Trump indique en tout cas qu'il va prendre sa décision finale au sujet d'une extension du cessez-le-feu avec Téhéran à l'issue d'une réunion dans la salle de crise de la Maison-Blanche qui est en cours. Il reste ferme, je vous le disais, sur le fait que l'Iran ne doit jamais posséder d'armes nucléaires, que le détroit d'Ormuz doit être rouvert sans établissement d'un péage. L'Iran, de son côté, affirme qu'un accord dépend de la fin des demandes excessives des États-Unis. Un protocole d'accord serait en tout cas peut-être synonyme d'apaisement dans toute la région. En attendant, le front libanais reste extrêmement actif. Intensification d'ailleurs de l'offensive israélienne cette semaine. On va écouter à ce sujet Benyamin Netanyahou. C'était tout à l'heure. C'est à partir d'ici que nous gérons la bataille contre le Hezbollah dans le nord. Et les résultats sont très impressionnants. Nos forces ont traversé le fleuve Litani. Elles ont avancé vers les zones contrôlées. Alors Julie, avant d'évoquer cette situation toujours explosive au Liban, tout d'abord concernant ce protocole d'accord, on ne connaît pas encore ni le contenu ni s'il sera évidemment confirmé, puisqu'il y a ces démentis réguliers, notamment de l'agence iranienne Fars. En tout cas, Donald Trump affirme que sa décision va être prise rapidement et il semble indiquer que le détroit d'Ormuz serait, selon ce protocole d'accord, rouvert sans péage, que le blocus américain sur les ports iraniens serait également levé, et puis un allègement des sanctions à l'encontre de l'Iran serait également discuté. On se dirige vers une victoire de fait de l'Iran? Effectivement, alors Trump serait dans la Situation Room, on attendrait des déclarations imminentes. Les termes de l'accord tel qu'il est discuté, on est obligé de se baser sur des informations de presse, était très favorable à l'Iran ces derniers jours. Ça a créé des critiques côté républicain. On sent que Trump, dans sa déclaration, essaye de le rendre davantage favorable pour les États-Unis. Et effectivement, les démentis des Iraniens tombent les uns après les autres. Donc on a du mal à savoir si Trump essaye de pousser son avantage à la dernière minute ou si l'Iran, effectivement, est dans le vrai et essaye d'expliquer qu'il a son avantage, qu'il a gagné son avantage. Patricia, quel que soit le contenu de ce protocole d'accord qui n'est donc pas encore confirmé, on peut dire que cette guerre aura été un véritable fiasco pour les États-Unis? Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça, mais on peut dire en tout cas tout ça pour ça. En tout cas, si c'est les éléments qui nous arrivent. Il ne faut pas oublier qu'avant la guerre, le détroit d'Ormuz était libre, que les pays du Golfe, ma foi,
faisaient du commerce et étaient des puissances régionales en pleine expansion. Enfin, voilà. Et maintenant, on est dans une autre situation. Donc, je dirais que l'Amérique a affirmé une nouvelle fois sa puissance militaire, mais qu'on sait très bien que par des bombes, on ne règle pas, et en tout cas, on ne change pas un régime. Tout ça, on le savait avant. Donc, effectivement, c'est pour ça que je dis tout ça pour ça. Alors, ce qui fuite et ce qui se dit, c'est que quel est l'objet des discussions en fait qui se passent qui ont commencé depuis le début du cessez-le-feu? C'est d'arriver à ce que les deux protagonistes principaux se mettent d'accord sur une feuille où il y aura une dizaine de lignes qui indiquera ce sur quoi on va discuter plus tard. Mais c'est terrible ces quelques lignes parce que par exemple le nucléaire, on sait que les Iraniens veulent pas dire quelque chose qui touche au nucléaire. En tout cas, là, Donald Trump semble l'inclure. Voilà, mais les Américains le veulent. Mais qu'est-ce que c'est le nucléaire? Il faut trouver ce qui est possible d'acceptable pour les deux. Et je vous donne un exemple pour le nucléaire. Les Iraniens ne cessent de répéter « Nous ne voulons pas la bombe nucléaire. Nous n'aurons pas la bombe nucléaire. » Il le dit, le président Pezeshkian l'a encore dit il y a 8 jours. C'est le leitmotiv des Iraniens. Il y avait la fatwa du guide suprême, celui qui a été tué au début de la guerre, l'ayatollah Khamenei. Donc, ils peuvent très bien le mettre dans ce protocole, à discuter le détail plus tard. Par exemple, le détroit d'Ormuz, et j'en finirai par là, le détroit d'Ormuz, Trump veut qu'il soit levé. Les Iraniens veulent garder la mainmise dessus. Donc Trump dit, hors de question qu'il y ait un péage. Mais on peut mettre un autre mot, on peut mettre service. Donc c'est ça qu'ils discutent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils discutent sur des choses qui nous paraissent... Et pourquoi ça? Parce que les Iraniens veulent ces 2 mois pour finalement faire rentrer de l'argent dans les caisses, qui sont vides. Et Trump veut 2 mois pour pouvoir faire sa Coupe du Monde et tous ses anniversaires tranquilles. Et après, on va commencer à discuter un peu plus sérieusement sur 4 ans, 10 ans, comme le précédent accord. Concernant cette histoire de péage que l'Iran veut donc mettre en place, Donald Trump a menacé il y a quelques jours le sultanat d'Oman en cas de coopération, dit-il, avec Téhéran concernant cette histoire de péage et de contrôle, en tout cas, du détroit d'Ormuz. Oman, pourtant un allié des États-Unis. Quelle lecture donner à tout cela et à toutes les menaces qui entourent de manière générale ces négociations? Je pense qu'il y a de l'énervement, il y a de l'agacement qui se transforme très vite chez Trump par des expressions très exagérées, mais ça traduit le fond de la pensée qui est, et en plus, ces Omanais-là, qui ne sait pas trop où ça se passe, même si les autres essayent de le briefer, de l'organiser, je vais leur rentrer dedans, parce que c'est la seule manière, mais ça exprime quand même une forme d'impuissance à gérer les 2 paramètres dont vous avez parlé tous les deux, qui sont très très clairs. C'est la question nucléaire et la question d'Ormuz. Les 2 problèmes n'existaient pas il y a 2 mois, et les 2 problèmes existent aujourd'hui. Et Trump, tu l'as dit, il a besoin de sortir de ça pour entrer dans sa séquence glorieuse. La Coupe du Monde, tout le monde banalise cette histoire, mais c'est l'Amérique sur la scène mondiale pendant 1 mois. Et donc, si ça se passe pas bien, donc il ne peut pas. Le 250e anniversaire, il ne peut pas être dans une situation où c'est le bazar dans le Golfe, des missiles, etc. Les élections de novembre, ça commence maintenant, parce qu'il y a des primaires républicaines où les pro-Trump, anti-Trump s'écharpent, se déchirent. Donc, et on y arrive. L'été sera occupé par les primaires, et après c'est la rentrée, et les élections sont là. Donc tout ça, c'est l'agenda Trump. Mais il ne peut pas perdre. Il ne peut pas être battu sur la scène mondiale par un accord, d'où cette idée, je pense, qui est probablement juste, de se donner 60 jours, puis il y en aura 60 autres, puis il y en aura 60 autres, puis il y en aura 60 autres, parce que le fond du problème est devenu très complexe. Sur les Omanais, ils ont depuis très longtemps des relations avec l'Iran. D'ailleurs, c'était la seule puissance avec les Qataris qui parlait un peu avec tout le monde, parce qu'ils ont une connexion iranienne très forte, même civilisationnelle et culturelle. Mais les Omanais, quand même, d'abord, ils ont été humiliés, on en parlait avant l'émission, publiquement. Leur ministre a été humilié la veille de la guerre, il avait un accord pratiquement signé, on l'a envoyé balader, et c'est un monsieur assez important, le ministre des Affaires étrangères. Et deuxièmement, les Omanais sont aussi à la recherche d'un levier stratégique, et même s'ils sont sages, ils ont vu venir le truc. Ils se sont dit, il y a peut-être une carte à jouer en étant... Alors, on ne parle plus de péage, mais on parle de redevance, ou alors de modernisation, ou de sécurisation du trafic. Mais c'est vrai qu'il y a eu une tentation de se dire, j'ai peut-être
un petit levier, et ce qui a énervé beaucoup, je pense, les Américains, et qui leur ont dit, vous n'avez 0 levier. Mais en fait, la réalité, c'est que personne n'a rien du tout aujourd'hui, et même les Iraniens qui font le bras de fer, il ne faut jamais oublier, même s'ils sont dans une position... mais ils sont dos au mur, ils sont étranglés, ils ont encore des armes, ils ont encore des missiles, ils ont encore des drones. Ils peuvent faire mal, mais ils peuvent faire mal combien de temps ? Eux aussi ont besoin de sortir de cette équation. En attendant une éventuelle désescalade encore très hypothétique à la faveur d'un très hypothétique lui aussi protocole d'accord, parlons évidemment de la situation au Liban qui est toujours aussi désastreuse avec cette intensification même de cette offensive à la fois aérienne et terrestre du côté d'Israël qui affirme aujourd'hui, enfin en tout cas c'est Benjamin Netanyahou qui affirme que l'armée israélienne a franchi le fleuve Litani. Que penser de cette intensification ? Est-ce que justement, alors qu'un protocole d'accord pourrait être signé, même si on n'est pas sûr qu'il inclut évidemment la question libanaise, mais tout est lié, on le sait, est-ce qu'il essaye justement de pousser son avantage au maximum avant que les choses ne s'apaisent ? Oui, tout à fait. Je pense que le calendrier n'est pas au hasard. Ça tombe pendant les négociations, pendant ces négociations avec l'Iran. Netanyahou, lui aussi, veut pousser son avantage, occuper... On sent que les négociations également qui ont lieu à Washington aujourd'hui, donc il y a eu des négociations entre l'armée libanaise et l'armée israélienne. Netanyahou essaye d'exister, de pousser son avantage le plus possible. Patricia. On peut lire ça à plusieurs niveaux. Il y a l'urgence du moment, en quelque sorte, parce que s'il y a un accord, les Iraniens exigent que le Liban soit dans l'accord. Et donc, ça peut vouloir dire pour Netanyahou, tu arrêtes tes frappes. Et effectivement, le président américain a les moyens de dire à son allié israélien, tu arrêtes momentanément, en tout cas, tu les arrêtes maintenant. Tout ça, évidemment, ne va pas du tout dans la logique israélienne. La logique israélienne, c'est effectivement... de pousser son avantage et d'essayer d'éliminer au maximum, et là c'est une stratégie à plus long terme, et éliminer au maximum tout ce qu'on peut du Hezbollah, si tant est qu'on peut éliminer le Hezbollah sur un plan militaire, ça j'en suis pas certaine, mais en tout cas c'est la position israélienne. Et donc de l'éliminer et aussi de reprendre des frappes en Iran, parce que pour Israël le job n'est pas fini. Donc de percuter et de rendre, en fait, cet accord impossible en continuant une offensive très forte contre le Hezbollah qui rendrait l'inclusion du Liban et du Hezbollah impossible dans l'accord et donc qui ferait que l'Iran s'oppose à la mise en place de ce protocole d'accord, va dans la stratégie donc Israël essaye de faire capoter ce protocole d'accord. La stratégie israélienne pourrait être le vrai caillou dans la chaussure du président Trump parce qu'elle pourrait faire capoter. C'est une des possibilités. D'autant que quand même le Premier ministre israélien s'est construit dans cette réalité comme quoi l'Iran est la menace existentielle pour Israël et qu'il faut en finir avec cette menace et donc en finir avec le régime des Pasdaran, ex-Mollah. Donc, je veux dire, effectivement, je crois que cette intensification des combats rentre dans cette logique-là aujourd'hui. Et que ça nous rappelle aussi quand même d'autres opérations israéliennes au sud du Litani. Enfin, c'est rare d'aller au sud de ce fleuve qui est un fleuve symbolique. Je vous rappellerai que Moshe Dayan et bien d'autres avant au XIXe siècle estimaient que le Litani était la frontière géographique la meilleure finalement pour Israël. Moshe Dayan, lui, c'était la frontière stratégique et son prédécesseur, c'était la frontière politique. Ziad, Israël, donc, qui essaie de pousser son avantage au sud du Liban. Il faut dire que en termes de politique intérieure et ce contexte de campagne à l'approche des législatives, ça ne pousse pas évidemment Benjamin Netanyahou à la modération. Il y a clairement des objectifs stratégiques, mais est-ce que c'est le moment ? Est-ce qu'il fallait aller au-delà du Litani ? Parce que c'est très symbolique, c'est un message très fort, parce que votre carte le montre très bien. On peut encore aller jusque là-haut, et puis pourquoi pas aller jusqu'à Beyrouth un de ces jours, et se retrouver Beyrouth qui a encore été frappé d'ailleurs. Se retrouver dans une situation qui remonterait à 30 ou 40 ans. Je pense que Netanyahou a besoin de victoires visibles en ce moment. Il a besoin de parler à son parti, à son opinion publique, à ses électeurs, en leur disant « Voyez, moi, je tiens face à Trump, je gagne au Liban.
on ne parlera pas de Gaza ce soir où la situation est absolument il leur donne apocalyptique. donc en parallèle à l'armée israélienne de prendre 70% Oui, de on est l'enclave. déjà, la phase 1 c'était 53%, on est déjà à 60% et l'idée c'est d'aller à 70%. On a torpillé le pauvre bureau palestinien, enfin le pauvre bureau qui devait prendre la main, le Conseil de la paix. Le fameux Conseil de la paix, il n'y a pas un rond dedans et en plus il paraît que c'est mal géré, le peu qu'il y avait, etc. Donc tout ça est un bazar complet sur lequel ce gouvernement-là, parce que c'est Netanyahou, ses alliés de l'ultra-droite, veut garder le pouvoir aux prochaines élections et ne pas se retrouver avec une coalition qui ne serait pas beaucoup plus libérale sur le plan des principes de paix, mais qui aurait quand même shifté un tout petit peu. Donc je pense que la clé est là. Et comme disait Patricia, il y a aussi une impasse stratégique. C'est-à-dire combien de fois vous allez aller au Liban ravager ce pays, combien de fois vous allez bombarder Gaza et ravager Gaza, combien de fois vous allez retourner en Cisjordanie et ravager la Cisjordanie. Combien de fois vous allez bombarder la Syrie, peut-être demain ou après-demain. Je veux dire, il y a un moment, les influenceurs, les polémistes israéliens d'ultra-droite parlent maintenant d'attaquer la Turquie et pourquoi pas l'Égypte. Enfin, non, mais la flottille, la manière dont les gens qui étaient sur ces bateaux ont été brutalisés ou avec des violences sexuelles probables, etc. Il y a un moment où il va falloir que les gens se disent il faut que ça s'arrête au moins un peu. Et les Américains ont quand même une carte à jouer. À chaque fois qu'ils l'ont joué, ils arrêtent les livraisons d'armes. Ça se calme. C'est réglé. Nicolas, les dessins sur cette guerre au Moyen-Orient. Je vais vous en montrer 5. On va commencer par Donald Trump. On parlait de lui d'abord, avec un dessin de truand que vous connaissez bien. C'est pas ce dessin-là que vous connaissez bien. Non, ça c'est sur Ebola, merci. C'est pour plus tard. Est-ce que je peux voir le dessin? Voilà, il va arriver. C'est un dessin de truand. Il le cherche. Je peux vous le raconter. Oui, Voilà, ça arrive. déjà. Non, c'est pas ça non plus. Alors, peut-être qu'on peut... Voilà. Super. Donc, Trump poursuit sa stratégie en Iran, drill, drill, drill. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est graphiquement le dessin. On a l'impression que Trump se perd dans sa chevelure, qui remonte le désert à la fois. Et il est tout petit au milieu de ce dessin. Et ça montre très bien ce qu'est le personnage, avec quand même son point levé. C'est un dessin qui est assez drôle. Un dessin suivant de Mussio, dessinateur français. Trump a-t-il perdu la guerre contre l'Iran ? C'est pas grave, Donald, 1 de perdu, 10 de déclaré. Je trouve ça très bien parce que, évidemment, il met le doigt dans l'engrenage, je sais pas où l'engrenage va. Notez que c'est compliqué pour nous, dessinateurs, de représenter le régime iranien maintenant, puisqu'on avait l'habitude de représenter les mollahs et... C'est fini. C'est les militaires. Khamenei est mort et son fils, on ne sait pas dans quel état il est. Donc c'est un peu compliqué pour nous de représenter le régime des mollahs. Mais on y arrive quand même. Regardez ce dessin de Cathy Wilcox, ma consoeur australienne, qui est un très bon dessin, qui rebondit ce que tu disais, Patricia. L'éléphant dans la pièce, évidemment, c'est Israël, parce que cette guerre a été déclenchée par les Américains et les Israéliens, et on se demande à quel point, évidemment, ça n'est pas surtout Netanyahou qui a forcé la main aux États-Unis pour déclarer cette guerre. Et je trouve ça très bien parce que le dessin est muet et il parle énormément. Et je continue avec un dessin de Aden, qui est un dessin très poétique, malheureusement. Maman, c'est quoi un cessez-le-feu? Parce que les pauvres Libanais, ils ont l'habitude de se faire écrabouiller, marcher dessus en permanence. Et qu'est-ce qu'on va dire à leurs enfants? Et je termine par un dessin de l'Italien Del Rosso, qui est un dessin sur la Cisjordanie et qui montre ce que sont les colonies israéliennes, c'est-à-dire un char qui écrase la Cisjordanie. C'est un dessin qui se passe de commentaires. Merci beaucoup, Nicolas, pour tous ces dessins. Merci pour toutes ces contributions. On passe à notre thème numéro 2, l'épidémie d'Ebola qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Déjà 246 morts, plus de 1077 cas suspects selon un dernier bilan, des chiffres probablement sous-estimés. 17e flambée du virus en RDC, le principal pays concerné. Les régions touchées sont l'Ituri, foyer de l'épidémie, mais aussi le nord et le sud Kivu. 9 infections confirmées aussi en Ouganda, voisin, dont une mortelle. L'Africa CDC, le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, a ajouté un 11e pays, la Somalie, à la liste des pays qui risquent d'être touchés. Pour l'heure, on le sait, aucun vaccin ni traitement contre cette souche Bundibugyo du virus. Un cas de guérison aurait toutefois été rapporté aujourd'hui. Écoutez. Nous venons de libérer une première personne qui vient de quitter officiellement le centre de traitement en étant guéri de ce virus.
Patricia, toujours pas de vaccin alors qu'on connaît cette maladie depuis un certain temps. J'interrogeais justement dans le cœur de l'info le week-end dernier Jean Kaseya, qui est le directeur général de l'Africa CDC, le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies sur le continent. Il me disait, je le cite, si Ebola était en Europe ou aux États-Unis, on aurait déjà des vaccins. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas, enfin, il ne faut pas non plus tomber dans un schématisme absolu. Tout va à l'Europe et rien ne va à l'Afrique. Je crois que la situation est plus complexe malgré tout. En tout cas, il semblerait, d'après l'Organisation mondiale de la santé, que 2 vaccins seraient potentiellement possibles et seraient peut-être rapidement mise en test. Mais vous savez, chaque fois qu'on trouve... D'ici fin 2026. Voilà, chaque fois qu'on trouve quelque chose, tout ça prend effectivement beaucoup de temps parce qu'après, il y a des procédures, etc. Alors, effectivement, les grands laboratoires, on les trouve plutôt, effectivement, on a bien vu pour le Covid, à quel point, effectivement, tout le monde s'y est mis. Mais enfin, souvenez-vous, notre laboratoire français qui faisait notre fierté nationale, enfin, qui est possédé en partie par un fonds de pension américain, néanmoins, n'a pas réussi à trouver un vaccin en temps et heure contre le Covid, et c'est Pfizer et les autres qui l'ont trouvé. Parce que ça faisait longtemps qu'ils travaillaient sur l'ADN, mais sur l'ARN messager. Donc, je crois qu'effectivement, le problème de l'Afrique, c'est qu'effectivement, les chercheurs africains, mais j'ai envie de dire, on n'est pas très loin de la réalité des chercheurs français, manquent terriblement de financement. L'argent, elle doit aller à la recherche, elle doit aller au financement. Et c'est ça qui fait le plus défaut. Les compétences, elles existent, hein. Les compétences africaines, il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs. La plupart, c'est qu'ils viennent parfois, ils partent aux États-Unis ou en Inde pour exercer. Mais dans le contexte actuel, on voit des pays émergents, enfin comme l'Inde, qui ont su sauter sur la réalité pharmaceutique en développant des laboratoires. Donc pourquoi l'Afrique ne pourrait pas ? Il y a des pays quand même comme le Nigeria qui ont de l'argent. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui peuvent développer, si vous voulez, des capacités. Donc, on attend aussi de ces pays-là le développement de ces capacités. On parle d'investissement Ziad. On sait qu'il y a eu des coupes évidemment drastiques de l'aide internationale, la fin aussi de l'USAID. Est-ce que tout cela, et de la France, tout cela a... disons, affaiblit les capacités de riposte de l'Afrique, du continent africain, dans le cas de ces crises sanitaires ? C'est clair, d'autant plus que, d'abord, ça affaiblit tout l'écosystème qui est autour de ces zones en danger. C'est-à-dire toutes les organisations non gouvernementales, les Médecins sans frontières, toutes les structures américaines qui parfois, effectivement, sont parfois un peu religieuses, un peu chrétiennes, etc. Mais c'était des gens qui étaient sur le terrain, qui pouvaient monitorer la situation et envoyer des premières alertes. Et on regrettera jamais assez la fin du USAID, parce que USAID, c'était beaucoup d'argent. Et contrairement à ce que dit Trump et ses amis, c'était de l'argent relativement utile et bien géré par rapport à la masse que ça représente. ONG, parfois, et la deuxième chose, c'est que on est sur une maladie, on est dans une région particulière, celle de l'Ituri, qui est en conflit permanent depuis 20 ans, avec un État qui n'accède pas. Kinshasa, c'est 1500 km, c'est très très loin, et déjà c'est compliqué. Avec des populations aussi... Des millions de déplacés aussi. Avec des gens déplacés, ce qui explique aussi... alors, il y a l'humanitaire dans les camps de déplacés, mais il y a aussi, c'est une zone aurifère et minière très importante, mais c'est une zone non contrôlée, c'est-à-dire il y a beaucoup de mines clandestines, d'orpaillage, etc. Tous ces gens circulent sur les 2-3 frontières, etc. Et donc, ça fait bouger ce virus qu'on connaît très bien. Les souches précédentes sont connues, celle-là n'est pas connue. Ça touche peut-être 2000, peut-être 3000, peut-être 5000, peut-être 10 000, mais on n'est pas dans un enjeu planétaire économique. Ce qui a changé, en dehors du fait qu'il y a des aéroports maintenant, il suffit que quelqu'un prenne un vol à Kampala et arrive à Paris, et on en entendra parler à Paris. Hein. Et on entend parler aux États-Unis avec des plans complètement délirants de mettre des gens en quarantaine, des Américains en quarantaine au Kenya. Ce qui a changé, c'est l'exposition mondiale et la prise de conscience par l'opinion publique
que ces virus émergents, dans ces zones qui étaient lointaines, reléguées, excusez-moi du terme, démerdez-vous avec, l'antavirus en Argentine, Ça peut arriver chez nous. Ebola au fin fond du Congo, tout ça, c'est loin, c'est vache. Eh ben non. Ces virus-là, il suffit qu'un bateau se présente et on a un virus argentin qui débarque en Europe, aux États-Unis. Ebola peut avec un avion. Alors il est mortel, il contamine difficilement d'abord parce qu'il tue assez fréquemment son hôte un peu rapidement. Donc, mais voilà, on découvre l'importance de ces virus émergents et je pense que et d'où l'intérêt aussi des Occidentaux de continuer à investir dans la santé en Afrique. Changement. Et je veux pas flipper tout le monde avant le week-end, mais entre le changement climatique et l'ère des virus émergents, je pense qu'on rentre dans une phase longue où les gens vont se reconnecter à la réalité naturelle du monde parce que, à force d'écarter les forêts, à force d'aller au contact, etc., on se met en danger collectivement. Julie, on parlait de tous les défis, en tout cas en RDC, pour la gestion de cette épidémie, notamment la présence de groupes armés, de groupes rebelles dans l'est de la RDC, la présence aussi de dizaines de millions de déplacés à travers le pays. Il y a aussi, disons, les traditions locales, la désinformation aussi qui mine la lutte contre cette épidémie. Alors on a vu beaucoup de désinformation pendant le Covid, mais là aussi c'est le cas. Il y a notamment les mesures barrières qui ne sont pas suivies lors d'enterrements. Oui, exactement. Il y a tout un travail de sensibilisation à faire qui aurait dû être fait en amont, mais comme on l'a dit, c'est une crise dans les crises. Et effectivement, ce travail-là fait que les soignants qui sont en première ligne, à la fois au niveau sécuritaire, au niveau sanitaire, auraient aussi besoin qu'un travail d'information soit fait auprès des populations. Et les corps sont hautement contagieux. Et effectivement, il y a une incompréhension du fait que les corps doivent être gardés, sont contagieux et doivent être gardés, alors qu'effectivement, il y a toutes les traditions. La tradition impose d'embrasser, d'avoir un contact pour accompagner le mort ensuite. Et ça, c'est un travail que, on l'a dit, avec la suppression des crédits internationaux, c'est un travail de sensibilisation qui ne peut pas être fait parce que c'est une crise parmi tant d'autres pour la RDC. Nicolas, les dessins sur ce deuxième thème. Je commence par un dessin qu'on a aperçu tout à l'heure, mais on va le voir pour de bons coups de Fares Garabet, un dessinateur syrien qui montre à quel point l'OMS est un peu désarmé face à Ebola. Il arrive quand même à tenir la faucille, mais il ne sait pas où il va et c'est pas lui, en tout cas, c'est pas l'OMS qui mène la barque, c'est plutôt la grande faucheuse. Donc c'est un dessin qui se passe de commentaires qui est très très fort, je trouve. Et puis un dessin de La Serpe, dessinateur français. La République démocratique du Congo est accablée par les malheurs. Je me vide de mon sang, cet Ebola, docteur. Non, ça c'est la guerre, on vous tire dessus. Et c'est ça qui est très bien, parce que ça explique qu'en fait, une des raisons pour lesquelles l'Ebola a du succès, si j'ose dire, c'est parce que nous sommes dans une région en guerre. C'est un virus qui est symptomatique, c'est un virus qui tue très vite son hôte. Et comme il n'y a pas d'accès aux soins à cause de la guerre, ça tue d'autant plus facilement. C'est ce que montre ce dessin de La Serpe. Un dessin très drôle de Herman dans la Tribune de Genève. Ebola, vous allez voir. J'ai de plus en plus de peine à m'identifier avec ces virus de pauvres. Ça montre le 2 poids 2 mesures. Et regardez le décor derrière qui est tout sobre, tout simple, que j'aime beaucoup parce qu'il renforce l'idée du dessin par ce décor simple de la vie quotidienne. Et puis je termine par un dessin de Rodot qui nous parle de l'équipe de RDC, sa mascotte pour la Coupe du Monde, c'est N'Bola. Coucou les amis, parce que ça risque de poser quand même une question. Vous savez qu'il y a un travel ban pour les fans de la RDC. Est-ce que Trump va décider que l'équipe de RDC n'a pas le droit non plus d'aller concourir aux États-Unis à cause des Ils doivent s'isoler en tout cas. Alors qu'ils jouent tous en Europe, les joueurs de la RDC, c'est pas un problème. Mais je pense que, en plus, c'est en Belgique. Je pense que ça va jouer. Des virus comme ça vont apparaître aussi pendant la Coupe du Monde, comme disait Ziad. Cette Coupe du Monde, il va falloir que on fasse place nette pour tout et ça va être compliqué. Merci beaucoup Nicolas. Les derniers thèmes d'une semaine dans le monde ce soir, le Sénégal avec la fin d'un tandem vieux de 12 ans et le divorce donc acté entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, élu cette semaine à une très large majorité président de l'Assemblée nationale, 4 jours après son limogeage du poste de Premier ministre. Il assure n'avoir pas l'intention à ce nouveau poste d'organiser le chaos institutionnel. Bassirou Diomaye Faye de son côté a nommé nouveau Premier ministre l'économiste Ahmadou Al-Aminou Lo, qui va composer son gouvernement prochainement. On va écouter tout de suite Ousmane Sonko lors de sa prise de fonction. PASTEF, qui est la formation politique
et c'est inédit dans les annales politiques de ce pays et peut-être du monde, qui est la formation politique à la fois majoritaire dans l'opposition et au pouvoir, reste ouvert à une discussion responsable qui met de côté les égos pour trouver les voies et moyens d'une gouvernance apaisée. Ziad, la crise, on le sait, couvait de très longue date entre les deux hommes, non? Si. Enfin, Qu'est-ce qui a fait déborder le vase? Elle couvait dès le début en réalité, puisque on était sur plan A, plan B. Plan B est devenu A. Diomaye était supposé être le numéro 2, mais lui pouvait se présenter. Ousmane Sonko était frustré de ne pas être à sa place. Je pense que c'est la nature aussi de la politique qui fait que ce président s'est installé progressivement dans le palais avec une constitution qui lui donne beaucoup de moyens politiques, institutionnels. Par la fonction, il s'est institutionnalisé, c'est-à-dire il s'est mis un peu en dehors de la réalité politique. Il était le numéro 2 bis, cofondateur. C'est toute une discussion au PASTEF qui était cofondateur, pas cofondateur. Et Ousmane Sonko, qui était le leader politique, le tribun, etc., s'est retrouvé Premier ministre, qui est la fonction fusible et sur lequel on a assez vite des difficultés. Et il y a eu quand même, au dehors, c'est des gens qui se connaissent depuis la jeunesse, qui ont fait le combat politique ensemble, qui viennent de la même administration assez puissante au Sénégal des impôts et du Trésor. Ils étaient inspecteurs des impôts tous les deux. Donc ils ont leurs enfants portent des noms, portent les mêmes noms. Donc on est vraiment sur quelque chose d'intime entre deux hommes politiques, et ça explose parce que d'une part le pouvoir rend les choses difficiles, et deuxièmement parce que petit à petit s'installent des vraies différences fondamentales sur ce qu'il faut faire. Donc, il y a notamment sur la dette colossale. Le problème de la dette, où le Sénégal est pratiquement en cessation de paiement depuis plusieurs mois, parce qu'il y a la dette internationale, mais il y a aussi la dette en francs CFA, parce que les pays de la zone s'alimentent sur le marché UEMOA. Il y a la dette intérieure, les entreprises, etc. Donc, les gens autour de Diomaye Faye, du président, disent il faut aller vers un accord avec le FMI. Et les gens autour de Sonko sont dans une radicalité, mais qui est une radicalité très politique. C'est pas juste de l'opportunisme. Souverainiste. C'est le souverainisme, c'est le FMI, on peut s'en sortir sans. Tout ça, c'est du néocolonialisme, c'est une manière de maintenir, etc. Et en plus, une partie de cette dette, elle était cachée, on doit pouvoir s'en débarrasser. Donc il y a vraiment un fond politique. Et ça pète parce que les tensions montent. Et le dernier incident, c'est la séance à l'Assemblée nationale, juste le jour où Diomaye licencie son Premier ministre, où le Premier ministre accuse pratiquement la présidence de ne pas gérer de manière claire les fonds politiques. Et là, on est dans le dur, là, on est vraiment dans le dur. Et on ne voit pas comment le président pouvait s'en sortir sans licencier son Premier ministre. La nuance maintenant, puisque je vais parler trop longtemps sur ce sujet. Tout dire. Non, la nuance, c'est que est-ce qu'ils vont cohabiter ou pas dans une situation d'urgence financière? Encore une fois, je dis, il y a des risques réels. Oui. Et le premier test, c'est le gouvernement. Est-ce que Diomaye Faye et son Premier ministre vont pouvoir sortir un gouvernement qui a la neutralité PASTEF ou la compatibilité PASTEF pour faire la jonction, parce que les élections déjà arrivent en 2029. Donc si le Sénégal rentre dans 2 ans et demi de discussion politique, je pense que la réalité financière les rattrapera, avec des conséquences sociales. Donc, il nous reste à faire un petit résumé de ce qui était brillant. D'abord, sur le nouveau Premier ministre, un économiste. Oui, c'est un économiste. Mais la question est de savoir est-ce que le Sénégal va garder son président encore longtemps? Est-ce que les deux hommes vont pouvoir réussir? Il ne pourra pas gouverner. Il y a une motion de censure. Donc, c'est pas le président peut rester, mais s'il perd ses premiers ministres tous les 6 mois parce qu'une motion de censure, il ne pourra pas. Faire qu'une par an. Oui, bon. Vous savez, les motions de censure, on voit bien chez nous comment un gouvernement peut être paralysé, même avec un Premier ministre qui dure. Donc, après, cette paralysie pourrait aussi être reprochée à Ousmane Sonko et à ses fidèles. Non, parce qu'on a en fait 2 hommes qui ont des tempéraments très différents. L'un est totalement populaire, populiste. Il a un projet de révolutionnaire qui plaît à toute la jeunesse.
sénégalaise. Il se bâtit sur ce rejet de la colonisation, quitter le franc CFA, construire un nouveau monde. Il est dans la lignée des grands africanistes de l'après-colonisation ou de l'avant, même du combat anticolonial. Donc il est très populaire, c'est un tribun charismatique. Il a l'Assemblée à sa botte. Et en face de lui, on a quelqu'un qui est un peu taciturne, qui est un peu renfermé sur lui-même, qui est vraiment pas un tribun, qui s'est entouré d'hommes, certains étant plutôt proches de l'ancien pouvoir, donc ça plaît pas à tout le monde. Ces hommes, effectivement, lui disent qu'il faut modérer. Il a pris une ligne qui se veut pragmatique. Modéré, je dirais que c'est le Cornu du Sénégal, entre guillemets. Mais il veut négocier effectivement avec le FMI, il veut pas rompre avec la France, il se tient éloigné des Donc trop pays. timoré pour Ousmane Sonko. Il se tient éloigné des pays de l'Alliance du Sahel, donc des juntes. Donc tout ça fait quand même qu'il y a un grand écart entre les deux. Et effectivement, Même si au départ, ils sont idéologiquement pas si différents. C'était il y a longtemps. Enfin, maintenant, si vous voulez, en un an, ça s'est désagrégé pratiquement, j'ai envie de dire, parce que la réalité du pouvoir a fait que Diomaye Faye a pris une option et que Sonko, lui, il est là où il est le meilleur. Julie, on va voir du coup s'il y a une cohabitation entre guillemets intelligente qui se met en place ou une confrontation véritable entre l'Assemblée nationale et la présidence. Personne n'a en tout cas intérêt au blocage du pays. On parlait notamment de ces enjeux et notamment de cette dette qui est absolument colossale et qui a été révélée d'ailleurs par Ousmane Sonko, si je ne me trompe pas. Oui, ça va être un vrai test pour les institutions du Sénégal, pour la stabilité, puisque on l'a dit, c'est inédit, ce duo fratricide, ce désaccord sur la gestion de la dette et la décision de nommer ce Premier ministre qui est plutôt technocrate. Au-delà de ce test institutionnel, je pense qu'il va falloir regarder, on l'a dit, du côté de la jeunesse, puisque le chômage des jeunes est colossal, c'est une vraie priorité. Et c'est cette même jeunesse qui a porté Sonko au pouvoir. Donc on va voir comment elle réagit à ce nouveau poste. Et je pense qu'effectivement, Sonko a dit qu'il allait refuser, enfin qu'il a quasiment promis qu'il n'y aurait pas de chaos institutionnel à l'Assemblée, mais il a aussi dit que que ce ne serait pas une chambre d'enregistrement. Et on a vu, quand il était Premier ministre, qu'il restait tribun. C'est-à-dire qu'il continue à faire des meetings. Donc tout ça est une situation inédite qu'on va découvrir dans les jours qui viennent. Avec en ligne de mire donc la présidentielle de 2029. Ah oui, ils peuvent y aller tous les deux. Mais s'il y a une censure et une dissolution de l'Assemblée, on va voir aussi, est-ce que le PASTEF d'aujourd'hui, c'est la même puissance que le PASTEF d'il y a 2 ans et demi ? Vous parliez des jeunes, il y a eu des conflits sur le campus, parce que l'austérité, elle tape directement sur ces jeunes urbanisés, que ce soit les étudiants, les jeunes chômeurs, etc. Et cette force-là, si elle voit pas que ça bouge, que ça change, que ça revient, pour le moment, Sonko garde une énergie, parce qu'il sait parler, mais une énergie sans résultat d'un côté et une institutionnalisation sans résultat de l'autre, ça mène à l'échec. Donc leur intérêt, c'est de cohabiter le mieux, mais deliver, donner du résultat avant les élections. Et il y a des Jeux Olympiques de la jeunesse, par ailleurs, qui seraient les premiers en Afrique fin octobre, début novembre 2026. Au Sénégal ? Oui, c'est une grosse affaire. Mais là, plus personne n'en parle parce qu'on s'occupe d'autre chose. Mais il y a des Jeux Olympiques de la jeunesse, les premiers événements olympiques qui auraient lieu en Afrique. Et des besoins de financement. Et de cohabitation intelligente. Voilà. Nicolas, les dessins. 2 dessins qui nous viennent du Burkina Faso, un dessin de Damien Anglais, Faye Sonko, rupture entre les candidats de la rupture. Je te rappelle que c'est moi le numéro 1 dans le protocole sénégalais. Je te signale que grâce à toi, je viens de passer de numéro 3 à numéro 2. Et ce que j'aime bien, c'est que les deux ont l'air de pantins désarticulés, mais on ne sait pas lequel mène l'autre. C'est ça qui est intéressant dans le dessin. C'est comme si vous deviez suivre dans un jeu lequel va réussir à lier les mains de l'autre. Et le dernier dessin de Main de Dieu, dessinateur du Burkina aussi, c'est un fauteuil pour 2. Je suis président de la République et de l'Assemblée nationale, mais un fauteuil pour 2, il y en a un qui va devoir céder sa place à un moment ou l'autre. On dirait un film. Voilà. Merci beaucoup Nicolas, merci Ziad, Comme Patricia. disait un ancien chef d'État, il me disait le pouvoir en Afrique, c'est pas un banc. Il n'y a pas plusieurs personnes sur le banc.
Et ben voilà. Et c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Ziad pour ce dernier mot. Merci Patricia et Julie d'avoir participé à cette émission qui est à retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. Prochain point sur l'actualité internationale dans quelques minutes.